À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est pas à côté de chez vous, mais c'est pas très compliqué. Dans le 13e, ils peuvent faire venir, même en période de Covid, un interprète dans tous les services. Y a un grand hôpital à côté de chez moi, je sais qu'il y a tous les services à côté, donc c'est assez pratique. C'est plus facile pour vous, plus proche pour les examens. Ok. Donc on verra avec l'hôpital à côté de chez vous. Tout ce qui pourrait être opération et changement de sexe. Donc je pense que d'ici 1 an ou 2 ans, ce sera peut-être quelque chose que je vais envisager. Il y a une personne sourde qui habite à Lyon, qui est aussi une personne sourde trans et qui m'a donné le contact de son chirurgien. Après, j'essaie de trouver une solution, voir à Paris aussi, au niveau des prix. D'accord. Bon, en tout cas, vous n'hésitez pas à me solliciter pour ça. Si vous avez besoin, je peux vous donner... On a les contacts. Il y a dans les assos, vous savez, par les associations par Acceptès ou Trans, ils ont des adresses. Hein. Je rigole derrière mon masque, vous pouvez pas voir, mais je souris. On voit bien que vous souriez, même avec le masque. À la naissance, je suis née entendant en fait, et à l'âge de 1 an, je suis devenue sourde. Et donc j'ai eu une maladie en fait, a priori peut-être liée à une méningite. Là, j'ai été emmenée dans une famille d'accueil, donc j'ai été adoptée. Et ma famille d'accueil a essayé de me donner des petits conseils. Donc on est passé par le mime, par des choses très visuelles, par du toucher. J'ai pu apprendre à lire. Les gens aussi avaient tendance à me regarder. Ça ajoutait, est-ce que t'es un garçon, est-ce que t'es une fille? Ils savaient pas. Et moi, moi-même, je savais pas si j'étais un garçon ou une fille. J'étais dans une non-binarité, j'étais habillée un peu comme un petit mec. Et en plus, j'étais sourde, donc c'était vraiment lourd en fait. Tout le monde était blanc, moi je suis noire. J'ai été noyée dans tout ça. Donc bon bah ok, j'étais une fille, donc j'étais obligée de faire de mettre des robes avec des slips. Et moi, je faisais quoi? Du coup, je montrais mon corps, comme ça, on arrêtait de me poser la question. Et les gens étaient tous choqués, comme ça. C'est bon, vous avez vu, je suis une fille, ça vous va? Ouais, c'est chaud. Je devais avoir une dizaine d'années à peu près. J'ai été à l'école pour la première fois à Saint-Jacques à l'âge de 12 ans. Et donc ma mère m'a accompagnée. Et là, il n'y avait que des personnes sourdes qui allaient. Tu savais pas encore signer à ce moment-là? Non, je connaissais pas la langue des signes, rien du tout. Mais j'étais serrée à ma maman, maman, je suis toute timide. Et du coup, ma mère m'a rassurée, elle m'a accompagnée, elle m'a encouragée. Il y avait des sourds oralistes, des sourds signants. Et là, j'ai commencé à découvrir en fait mon identité et ma place, enfin. J'ai rêvé d'être gendarme, après j'ai rêvé d'être animateur à la télévision ou de devenir acteur de cinéma. Mais malheureusement, tout ça, comme il y a la surdité et que les gens focalisent dessus, je me suis retrouvée coincée. Et donc tous mes rêves ont été cassés. Et là, à 17 ans, c'est vrai que je me suis dit, j'aimerais bien trouver l'amour. Donc je me suis retrouvée en couple avec une autre fille malentendante pendant 11 ans. On s'est séparés en 2010. Je suis restée célibataire pendant 6 ans. J'arrête les rencontres et je continue et je pense à moi. Je me construis moi-même. En 2017, j'ai annoncé sur Facebook, j'ai fait une annonce en fait en disant moi je suis trans et je vais commencer ma transition. J'ai reçu beaucoup de soutien. Comment t'as fait pour avoir les informations sur les parcours de transition? Ma première rencontre, ça a été aux UEH. C'est la première fois où j'ai pu avoir des échanges et que je me suis rendu compte que j'étais pareille que d'autres personnes. Et les informations venaient de là. Et en fait, par la suite, j'ai commencé à me bouger sur mon parcours. Comment ça se passait pour les hormones? Est-ce que j'allais faire une opération ou pas? Et donc, étant sourd, oui, on manque d'informations. Finalement, le fait d'être sourd, ça ralentit en fait, surtout. Ton parcours de transition, ça l'empêche pas, mais ça le ralentit, si on peut dire ça. Ouais, exactement. On n'a pas le même rythme. Hein. C'est un peu plus rapide quand t'es... Nous, on est les tortues et puis vous êtes le lièvre, quoi. Donc déjà, nous, on trouve ça pas très rapide, mais alors...
Là, j'imagine que c'est encore pire. Par exemple, les UEH, là, ça s'était très bien passé parce qu'il y avait des bénévoles interprètes et on a fait prendre conscience aux personnes trans qu'en fait, on était discriminés et que du coup, il fallait faire un pas vers nous. Mais les entendants, quand je leur dis « Excusez-moi, je ne comprends pas votre discussion, est-ce que vous pouvez faire un effort ?» On me dit toujours « Après ». C'est le mot qu'on nous répète, « Après ». Mais après quoi? En fait, moi, j'ai besoin d'informations. Tu me disais que tu trouvais qu'il n'y avait pas assez d'interprétations qui étaient prises en charge par les festivals, par les cinémas. Moi, si j'en parle à mes distributeurs, ils vont me dire on n'a pas le budget, quoi. On n'a pas le budget, les cinémas, ils vont dire on n'a pas le budget. Pour ce qui est, on va dire, événements, festivals, militantisme, à mon avis, c'est réfléchir les événements et peut-être te dire si au départ, je mets de l'accessibilité complète, après, comment mon événement peut se concrétiser. Et pas j'ai un événement et je rajoute de l'accessibilité en langue des signes ou de l'accessibilité même en général. Moi, je comprends une interprète qui me dit je veux pas travailler bénévolement ou je veux pas remplacer le système. L'hôpital public, c'est vous appelez des interprètes et vous payez. Et souvent, les personnes sourdes, parce que l'hôpital ne paye pas, appellent l'interprète, payent de leur poche, alors que c'est à l'hôpital de payer. Nous, ce qu'on espère, c'est si dans l'ALD, les besoins des personnes en situation de handicap et des personnes sourdes étaient compris, il n'y a plus de problème. Moi, je suis payée, les personnes sourdes, elles ont un accès complet, et c'est bon. Et le problème, il est terminé. Drop your mask, should I care? Let's do the party with the golden ticket. Je suis devant, c'est où? Et même pas, tu me donnes le code et tout, hein. Tu me laisses comme un crevard devant la porte. Ça va? Et toi? Bonjour le chat. Salut Marion. Dans Paris, je fais beaucoup en fauteuil, ouais. C'est énormément les pistes cyclables, les pistes trottinettes, là. Donc s'il pleut, Ah bah oui, mais puis en plus, s'il pleut, le fauteuil, il faut que tu le protèges, parce qu'un fauteuil n'est pas conçu pour se prendre la pluie, par exemple. Donc il faut que tu te balades avec un sac plastique à mettre sur la manette pour pas que la manette soit mouillée quand il pleut. Parce qu'on arrive à envoyer une fusée sur la Lune, mais rendre un fauteuil étanche... De toute façon, les personnes handicapées, elles sortent pas. Ouais, et puis quand elles sortent, c'est pour des rendez-vous médicaux. Donc voilà, et puis elles sortent pas tous les jours. Du coup, elles sortent pas quand il pleut, parce qu'elles choisissent leur jour de sortie en fonction de la météo, tu comprends? Derrière, c'est tout ça, en fait. C'est tout la discrimination systémique qui est derrière. Je suis partie faire un semestre d'études au Québec, et je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour commencer ma transition, dis donc. C'est une bonne idée. Et du coup, t'as commencé à prendre des hormones quand t'étais là-bas? Ouais. Et comment t'as fait? T'as pu voir un endoc ou un médecin qui t'en a prescrit ou t'as fait tout en pirate? Non, j'ai fait dans les clous là-bas. D'accord. Parce que j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes assos, sur les bonnes personnes. Je pense pas qu'ils s'en soient rendus compte, mais ces gens-là m'ont sauvé la vie à ce moment-là. Ma mère m'a dit un truc très, très beau. Elle m'a dit, moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux, parce que du fait que j'étais handicapée, elle a jamais imaginé ma vie. Tu vois, elle m'a jamais projeté avec la maison, le labrador et le mec cis-hétéro et les 3 enfants. C'était au jour le jour, c'était en fonction de mon évolution, de ce que je pourrais pas faire. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu des moments compliqués, mais en soi, non, j'ai eu énormément de chance. Et est-ce que tu as eu d'autres personnes handi avec qui tu as pu échanger, qui avaient déjà transitionné avant toi? Transition ou pas, j'ai jamais eu de représentation handi en général. Ouais. Et qui soit correct, je veux dire. Il y a 9 ans, l'Internet n'était pas la même chose que maintenant, les ressources Internet n'étaient pas les mêmes choses. Est-ce que tu trouves que c'est plus difficile d'éduquer les gens sur le validisme ou sur la transidentité? Éduquer au validisme, je trouve ça plus compliqué. On était dans un centre commercial. Donc il y avait moi, mon ex, et j'étais avec un copain, qui est handi aussi, et ça se voit. Il y avait une personne qui alpague mon ex, mais pas bonjour, rien quoi. Moi aussi je travaille dans le médical. Vous travaillez dans quel centre vous travaillez dans quel centre de rééducation? Mon ex qui est juste estomaqué quoi. Moi qui en fait j'étais dans le moi j'étais dos à elle à ce moment-là, enfin à la personne. Je fais volte-face avec le fauteuil et je lui dis ah non mais il y a pas d'institution. Enfin je suis pas dans une institution. C'est ma meuf et je la baise. Ce à quoi mon ex a répondu et en plus c'est un bon coup et on s'est barré. On a laissé cette personne blanche comme un cul qui savait pas où se mettre, qui a pas compris ce qui lui était arrivé, choqué je pense. Le gentil handi qui éduque tout le monde et qui est aimable et qui prend le temps de t'expliquer que machin, ça va 5 minutes. Il y a un moment je faisais juste du shopping quoi. Lâche-moi.
J'ai fait mon CEC avant que la loi passe et avant qu'on puisse faire le changement de prénom d'état civil à la mairie. C'est ultra violent, mais à l'époque, si tu te faisais pas stériliser, tu n'avais pas ton changement de mention sur tes papiers. Dans la loi, à l'époque, il fallait un changement irréversible. Sauf qu'en fait, même si tu regardes les hormones, au bout d'un moment, tu as des effets qui sont irréversibles. Bah oui. Mais bon, ça y est, hein. Là, ma mec, pareil. Et moi, j'étais au tribunal de Créteil à l'époque, et j'ai pas... En fait, mon avocate m'avait dit, elle m'a dit, je suis désolée, mais en fait, si vous voulez que ça passe... Elle m'avait dit, on peut tenter sans. Ouais. Mais je peux quasiment vous dire d'avance que sans, ça passera pas. Donc ouais, non, j'ai pas fait cette intervention-là par choix, non. C'est chaud, quoi.